Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial bilan de l'année 2023. Exact. Il s'en est passé des choses en 2023, puis on s'attend à une année 2024 pas si pire aussi. Hein? Exactement. Fait que là, on va revenir sur les événements qui nous ont marqués. Au lieu d'avoir un invité aujourd'hui, ça se fait juste entre nous, bien tranquille, bien relax, à l'aube des vacances, des fêtes qui arrivent aussi à grands pas. Heureusement, les vacances s'en viennent. Je crois qu'il y a quelques gens qui ont attrapé certains des microbes qui courent. Je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est ça. Fait que le repos va être bien mérité. Absolument. Puis on travaille fort dans notre industrie. On travaille fort ici à l'ACQ, mais les gens sur les chantiers, les entrepreneurs, ça travaille très, très fort. Donc, les vacances de Noël vont être bien méritées pour eux aussi. Exactement. Là, ça doit être la course un peu, tout le monde, de terminer les chantiers. J'imagine que tout le monde se dépêche. Exact. On connaît ça. Fait que là, aujourd'hui, on va parler un peu chacun de la nouvelle qui nous a peut-être un peu plus marqué cette année, qui touche toujours l'industrie de la construction, là, évidemment. Fait que on va commencer tout de suite. Est-ce que tu veux débuter? Vas-y, avec Charlotte, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, en 2023? Je pense que je surprendrai personne si je reparle encore de la crise de l'habitation parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, en fait, là, en même temps qu'on en parlait. Puis, c'est pas des jokes quand on disait qu'il y a rien sur le marché, comment que c'est vide, comment que c'est difficile. C'est pas compliqué. Je me promenais sur l'application de recherche de maison pour ne pas la nommer. Puis, un coup qu'on mettait un budget raisonnable, il n'y avait plus rien dessus. Fait que c'était du travail. Fait que je peux comprendre quand on dit qu'il se passe, qu'il n'y a rien, que c'est difficile, qu'il y a autant de gens qui se retrouvent sans domicile, qui doivent se revirer. Il n'y a rien de nouveau non plus sur le marché parce que même, OK, il n'y a rien dans l'usager, comme on peut dire. On va se tourner vers les nouvelles constructions. Autant dans les maisons neuves, dans les condos, dans les jumelés, il n'y a rien, puis on n'a jamais vécu ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Aussi, on a reçu différents invités pour en parler. Si je peux parler, mettons, à Adam Mongrain, qui a tellement bien expliqué la situation parce que c'est très complexe. Il n'y a pas juste une cause à cette situation-là. Il y a plein de choses. C'est super complexe à comprendre. Aussi, de voir comment on peut régler la situation. C'est pas il n'y a pas une seule solution. Là. C'est vraiment, ça touche à tellement de choses, à tellement de secteurs d'activité aussi que ça ne se réglera pas rapidement, malheureusement. Non, ça me rappelle justement le balado avec Isabelle Melançon de l'Institut de développement urbain qui nous disait il y a une panoplie de solutions, mais si vous croyez qu'en 2023, on a vécu une crise du logement, attendez de voir 2024 puis attendez de voir 2025. Toi, tu l'as vécu cette année en 2023, c'était pas évident. Puis ce qu'on anticipe aussi pour 2024-2025, c'est pas plus évident là, ce qui s'en vient. Non, puis c'est stressant de se faire dire ça aussi, justement, pour toutes les gens là, en ce moment qui ont peut-être peur. Fait que là, après ça, on essaye, d'un autre côté, d'encourager, après ça, les entrepreneurs, hey, on va construire du logement abordable, mais là, eux autres aussi nous disent, mais c'est vraiment pas payant de faire ça, puis eux, à la fin du mois, ben il faut qu'ils soient rentables, c'est des entreprises, c'est totalement normal. Fait qu'eux autres aussi, ils ont des bouches à nourrir à la maison, puis leurs employés aussi, fait qu'on se retrouve pris un peu dans tout ça, tout le monde se retrouve pris un peu dans ce problème-là, cet enjeu-là. Mais c'est pour ça que ça devient un enjeu social, ça devient un enjeu aussi gouvernemental, et c'est là que les gouvernements de palier fédéral, palier provincial, peuvent venir lancer quelques pistes de solutions, venir aider à repartir la machine. Et puis, on attend encore là, le plan d'action de la ministre de l'Habitation, qui était supposé nous le déposer avant les fêtes. Visiblement, ils sont partis, ils ont fermé l'Assemblée nationale et on n'est pas sûr qu'on va le recevoir bientôt. Ça va possiblement aller... en fait, ça va aller en 2024. Ça m'amène justement à me demander, toi, Guillaume, qu'est-ce qui t'a marqué en 2024 dans la construction? Bien, ce serait difficile de ne pas passer à côté du deuxième sujet, je pense qu'on a plus parlé dans nos balados, la modernisation de l'industrie de la construction. Il y a eu des élections en 2022. Jean Boulet a été renommé ministre du Travail. Le premier ministre l'a mandaté de moderniser l'industrie. Puis le ministre Boulet est parti dans une tournée à travers les régions, les chambres de commerce dans les régions du Québec. Ça a fait beaucoup de bruit dans l'espace médiatique aussi à ce niveau-là. Et
nous, de notre côté, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus, comment on pouvait aller contribuer au débat, comment on pouvait établir la situation. On a mandaté la firme APECO pour nous donner le portrait de la situation, de la productivité dans notre industrie. Comment est-ce qu'on compare le Québec aux autres entités canadiennes, aux autres entités dans le monde? Le secteur de la construction, est-ce qu'il est plus productif au Québec qu'ailleurs dans le monde? Ça a été démontré qu'on est moins productif qu'en Ontario, on est moins productif que la majorité, en fait, la très forte majorité des provinces canadiennes. On a du rattrapage à faire, où on peut le faire, notamment dans la flexibilité des métiers, notamment dans la formation aussi des travailleurs. Et là, est arrivée une sortie publique du premier ministre qui a dit « Nous, on veut moderniser l'industrie, mais on veut avoir une formation accélérée pour certains programmes, là où il y a une plus grande pénurie de main-d'œuvre. » Et on a répondu grandement. En fait, la population a répondu grandement. Là, 40 000 inscrits dans ces formations accélérées-là. C'est totalement inattendu. Là. Tout le monde se demandait si les quotas allaient être remplis. Ils ont plus qu'ils remplissent. Dans les corridors ici à l'ACQ, là, on était, voyons donc, une formation accélérée-là, est-ce que ça va fonctionner? Exactement. Ça va-tu faire poète-poète, comme on dit, ou ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont reconduire après ça l'expérience? Je me souviens, quand on a atteint la moitié là, des candidats inscrits, tout le monde, ah, wow, on est déjà rendu à la moitié, finalement. Je pense 2 semaines plus tard, on était rendu à exponentiel de qu'est-ce qui était espéré. Exact. Ça veut dire que les gens sont intéressés, dans le fond, à travailler dans la construction. S'il y a quelque chose de beau à ressortir de cette expérience-là, c'est qu'il y a des gens qui veulent intégrer notre industrie et que la situation de la pénurie de main-d'œuvre n'est peut-être pas si problématique que ça, dans le sens où on a une main-d'œuvre qui est disponible, puis on a une main-d'œuvre qui veut venir travailler dans notre industrie. Là, le défi qu'on a, c'est de ne pas les laisser partir. Là. On les a sur une liste d'attente pour rentrer dans la formation accélérée. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, les inciter à rentrer d'une autre façon dans l'industrie de la construction, que ce soit via les DEP, parce qu'il y a plusieurs autres formations qui sont disponibles dans l'industrie. Est-ce que ce soit par l'ouverture des bassins? On sait que ce n'est pas ce qui est privilégié pour les entrepreneurs de rentrer quelqu'un par bassin. Ceci dit, quand on a besoin de main-d'œuvre, quand on a besoin de bras, c'est la solution, c'est notre soupape dans notre industrie pour pouvoir intégrer davantage de travailleurs. Donc, est-ce qu'on pourrait solliciter ces gens-là pour qu'ils viennent intégrer notre industrie d'une autre façon? Ce sera à voir. On va voir comment tout ça va se dérouler en 2024, comment les formations vont se donner. Oui, parce que ça commence en janvier, fait qu'on devrait avoir un retour assez rapidement de comment ça se passe, puis des retombées dès le fin du printemps, début de l'été. Et ces gens-là vont pouvoir être en mesure de travailler tout de suite. Là. Exact. Fait qu'on va pouvoir voir est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que ça a été bien fait. Ça va changer la dynamique aussi sur les chantiers. Moi, j'ai suivi le DEP, puis moi, je suis rentré par bassin, puis moi, j'ai suivi la formation accélérée. Ouais, mais tu n'as pas les mêmes qualités. Ça aussi, ça va être intéressant d'entendre les gens du terrain, du milieu, avoir un feedback ou une rétroaction sur cette expérience-là pour qu'on puisse grandir de ça en tant qu'industrie, qu'on puisse prendre les meilleures pratiques puis les développer davantage. Est-ce qu'il y aura lieu d'exploiter ce filon-là pour d'autres types de formations, pour d'autres métiers, ou au contraire, on ressortira de cette expérience-là en se disant, c'était peut-être pas la meilleure des idées, on va passer à une prochaine idée. Nous, actuellement, on est d'avis qu'il y a une réforme complète à avoir dans le système de formation professionnelle au Québec. Est-ce que c'est l'alternance travail-études? Est-ce que c'est ces petites formations-là? Bref, 2024 nous réserve beaucoup de surprises à ce niveau. Effectivement. Mais on va encore parler de pénurie de main-d'œuvre. Ça, je pense que c'est malheureusement pas terminé. On espère que ça va s'étirer le moins longtemps possible, mais au même titre que la crise de l'habitation, ça se réglera pas du jour au lendemain. Là. Parlant de crise qui ne se réglera pas du jour au lendemain, j'aimerais aborder un sujet qui nous a glissé entre les doigts. Comme nouvelle à développement aujourd'hui, ce sujet-là, on n'en a pas parlé du tout dans nos balados. Pourtant, ça affecte les manchettes à maintes reprises. Ça affecte la vie des gens au quotidien de plus en plus. Et là, je parle de la crise climatique qu'on vit actuellement. Comment ça peut influencer l'industrie de la construction et tout. Oui, effectivement. Les changements climatiques, on en a vraiment eu une démonstration cette année, que ce soit les feux de forêt, que ce soit les inondations aussi, que des fois, c'était même en même temps. D'un côté, ça brûlait. De l'autre côté, il y avait des inondations. C'était à n'y
rien comprendre. Mais ça fait juste commencer, puis c'est sûr que ça va affecter la construction. Mais ça a un impact au quotidien sur les gens et ça a un impact au quotidien aussi pour les acteurs de la construction. Quand on parle des feux de forêt, on parle de la disponibilité du bois, on parle de la disponibilité des matériaux. Bon, il y a certaines parties du bois qu'on a pu récupérer puis qu'on utilise pour construire, mais pendant un certain temps, on s'est demandé si on était pour en avoir suffisamment pour construire cet été. Quand on parle des inondations, on regarde ce qui s'est passé à Charlevoix cet été. Bon, on bloque des passages de route complets. On a vu en Colombie-Britannique aussi, quand il y a une voie ferrée complète qui a été inondée puis qui empêchait les matériaux puis les produits de passer de l'Ouest canadien à l'Ontario et au Québec, ça affecte toute la chaîne d'approvisionnement et ultimement, ça crée une rareté des matériaux et ça affecte les prix aussi. Puis là, on parle juste de ce qui se passe au Québec, au Canada, mais quand on regarde dans l'ensemble du monde aussi, ça a des impacts. Il n'y a pas juste au Québec que ça brûle, il n'y a pas juste au Québec où il y a des inondations. Tout ça a un impact concrètement là, sur la vie des gens. Puis tout ça, on le sait, c'est dû avec la pollution qui est en augmentation, malheureusement. Puis, de notre côté, on sait aussi que au niveau de la construction, ça représente le quart des déchets qui sont envoyés dans les sites d'enfouissement. Fait que moi, quand je regarde ça me fait quasiment peur. Puis, on peut se dire, mon Dieu, comment est-ce qu'on sait que c'est les grands qui dans le fond, qui ont les plus grands impacts. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? Puis là, on voit que, par contre, il y a certaines entreprises qui commencent à mettre la table. OK, non, nous, on veut faire partie de la solution parce qu'il y a une solution qui existe. Là, donc, un petit peu d'espoir quand même. Oui, une chance. Ça m'aide à dormir la nuit, heureusement. Puis, on peut voir qu'il y a des gros joueurs de l'industrie qui ont commencé à essayer de trouver des façons d'envoyer moins de déchets dans les sites d'enfouissement parce qu'on s'entend que c'est le point de départ. Là. C'est d'essayer, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut revaloriser les matériaux? Puis, il y en a qui ont trouvé comment revaloriser jusqu'à 70 %. C'est vraiment énorme. Là. C'est intéressant là, comme pratique, 70 Oui, parce que si on va chercher 70 % de ce un quart-là, on a réglé une grosse partie du problème. On s'en va vraiment vers la bonne voie, là, mais ça se fait pas tout seul, ça prend des investissements, c'est vraiment quand même complexe comme solution à faire. Oui, puis on sent qu'il y a une volonté de la part des gouvernements de vouloir emboîter le pas, de regarder ce qui se fait bien dans d'autres juridictions dans le monde. Puis effectivement, ce sont des bonnes pratiques qu'on tente d'importer ici. Il y a des grandes entreprises, comme tu l'as dit, Charlotte, qui le font, qui font des projets pilotes, etc. Mais il semble avoir encore trop peu de débouchés pour la récupération des matériaux. Quand on regarde concrètement comment ça se passe sur un chantier, là, demander à un charpentier menuisier ou à un manœuvre sur un chantier de démolir une partie de mur, démolir un bâtiment, puis d'envoyer ça, puis trier ça à la source, puis d'envoyer ça. Bon, le gyps, on va l'envoyer à une place. Le bois, on va l'envoyer d'une place. Le métal, on va l'envoyer à une autre place. Il manque déjà de collègues, lui. Bien, on est déjà dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Là, c'est des coûts de plus parce que ça prend de la main-d'œuvre supplémentaire. C'est des coûts de plus pour des bins sur les chantiers supplémentaires. Le transport de cette cargaison-là vers les sites qui vont pouvoir récupérer, c'est du travail, c'est de l'argent, c'est du temps. Est-ce qu'on a fait la somme de ce qui est à investir actuellement versus les débouchés qu'on a aussi? Est-ce qu'on est capable, au Québec, de récupérer ces matériaux-là? Est-ce que les centres de tri sont capables d'accepter ces matériaux-là? Sinon, ça prend, comme tu disais, un investissement gouvernemental. Il faut que tout le monde s'y attarde. Donc, il y a de l'espoir, mais il y a quand même des bémols. Quand on parle d'espoir, il y a le projet de loi 41 aussi qui a été déposé par le ministre Charest. Là. Qui est? Oui, c'est le projet de loi 41 qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Bon, donc notre façon de construire des bâtiments, comment on fait pour être plus efficace puis avoir moins de perte d'énergie. On a vu Pierre Fitzgibbon qui est sorti pour nous dire fermez vos lumières le soir
soir pour souper. Mais il y a aussi le ministre Charest qui nous dit il faudrait construire de façon plus efficace et récupérer davantage l'énergie qu'on consomme dans nos bâtiments. Puis ça, c'est une façon de penser à laquelle on adhère complètement là, à la Sécu. C'est tout à fait logique. Ben oui, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils souhaitent faire aussi, construire de façon plus efficace pour qu'il y ait le moins de perte d'énergie possible. Parce qu'on le sait, là où ça coûte le plus cher pour les entrepreneurs, c'est quand il y a des dégâts au niveau de l'eau puis au niveau de l'air. Donc, quand il y a de l'entrée d'air ou de l'entrée d'eau dans un bâtiment, bien, c'est là qu'on est appelé à devoir tout reconstruire. Donc, quand on parle de construction durable, le grand terme de construction durable, c'est un peu cette façon-là dont il faut penser. Donc, on comprend la logique du projet de loi 41 qui cherche à augmenter l'efficacité énergétique de nos bâtiments, mais là, on dirait que dans le projet de loi, ils s'en vont à un endroit qui est un peu bizarre où ils souhaitent extraire l'efficacité énergétique du code de construction. C'est comme si on scindait complètement l'efficacité énergétique de la méthode de construction, ce qui fait aucun sens parce qu'on souhaite justement être plus efficace dans notre méthode de construction. Alors, on comprend mal quelles sont les visées du gouvernement actuellement avec ce projet de loi-là. On va suivre ça assurément en 2024. Il y a un autre plan d'action qui nous concerne aussi, qui est le plan d'action d'Hydro-Québec. Parce que, on veut produire plus d'électricité. D'un côté, on veut être plus efficace au niveau énergétique. De l'autre côté, on veut construire plus... on veut avoir plus d'hydroélectricité au Québec. Donc, ça va demander 25 000 travailleurs de plus dans l'industrie. Puis quand on dit que tout est dans tout, on a déjà une pénurie de main-d'œuvre. Oui. On souhaite s'attaquer au changement climatique, à l'efficacité énergétique. Mais où on va trouver ce monde-là? Bon, les formations sont peut-être une solution. Oui, c'est ça. Tout est lié, effectivement. Les formations pour les entrepreneurs, pour les travailleurs aussi. Bref, ce sont des enjeux et la pénurie de main-d'œuvre et l'abordabilité des logements aussi qui pourraient être affectés si jamais on développe des nouvelles méthodes de construction. Je parlais d'efficacité énergétique. Si on développe des nouvelles méthodes de construction, mais ça peut coûter plus cher, là. On a remarqué en 2020, on avait fait une petite étude maison ici à la Sécu, ça pouvait coûter jusqu'à 15 % de plus en un an, juste avec l'ensemble de la réglementation qui était modifiée sur l'île de Montréal pour un 540 pieds carrés. Ça, c'est un petit mini, 2 chambres avec une petite cuisinette puis une petite salle de bain. Donc, ça a un impact sur notre vie au quotidien. Ces changements climatiques-là, ça a un impact aussi sur l'économie de la construction. Et c'est assurément un dossier qu'on va suivre dans les prochaines années. Oui, dossier qu'on ne sera pas le seul à suivre. Si je me fie à tout ce dont on a parlé, il y a plein de choses encore qu'on va suivre en 2024. Ça bouge, il se passe beaucoup de choses. C'est complexe, c'est des gros enjeux. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on en rediscute parce qu'on peut tellement les revisiter, ces enjeux-là. C'est pour ça que le balado existe, dans le fond, pour essayer d'expliquer un peu parce que ça vient tellement, les informations nous viennent à gauche, à droite. OK, mais là, quand je mets tout ça ensemble, nous, on est là pour mettre tout ça ensemble puis essayer que ce soit le plus clair possible pour les gens. On essaie de le vulgariser le plus possible puis que ce soit accessible à tout le monde. Puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets qui vous ont interpellé, peut-être en 2023, on vous invite à nous en faire part. Vous pouvez commenter les balados au quotidien. Donc, merci d'être là, tout le monde de la construction. Merci de nous suivre. Oui, puis on se va se dire joyeuse fête tout de suite. Guillaume, repose-toi bien. Débarrasse-toi de tous tes microbes. Je vais souhaiter ça à tous nos auditeurs aussi. Reposez-vous bien, puis revenez tout le monde en forme en janvier. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.